Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Énormément de choses encore ces dernières 24 heures. C'est en train de s'accélérer vraiment les news, l'actualité autour de la crypto-monnaie. On va parler de Ethereum aujourd'hui. On va parler aussi de Elon Musk et de SpaceX. Il se passe des choses, un mouvement assez important de Bitcoin autour de SpaceX. Je vous dis tout. On va parler aussi de Solana. Je vais vous parler de finances décentralisées avec Ethena. Grosse news au niveau de Ethena. On va parler aussi de sociétés qui continuent à amasser massivement des crypto-monnaies et plein d'autres choses. BNB aussi, un zoom sur BNB. La roadmap BNB a été dévoilée et je vous donne mon analyse dessus. Bref, plein de choses à raconter. Commençons avec le cours des cryptos. BTC 119 000 $, Ethereum légère baisse, mais on est toujours à 3 700 $. Solana plus de 200 $, plus 5% par rapport à hier. Quelques news positifs autour de l'Ether. Tom Lee, c'est la personne derrière Bitmain, la société qui est en train d'accumuler massivement de l'Ether. Il a donné sa prédiction autour de l'Ether et on est à 15 000 $ de l'Ether pour ce cycle. Bref, voilà, je vous ai donné mon avis hier concernant le prix de l'Ether, donc n'hésitez pas, mais voilà, c'est pas déconnant par rapport à ce qu'il nous dit. Ensuite, les ETF Ether, ça vient de battre un record hebdomadaire en termes d'argent frais arrivé sur ces ETF, 2 milliards de dollars, 2,18 milliards de dollars, c'est l'ETF de BlackRock ETHA qui domine les volumes. Bref, les investisseurs sont en train d'acheter massivement ces ETF, sachant qu'ils vont sûrement se transformer bientôt en ETF avec du staking. BlackRock a déjà fait la demande et d'autres aussi. Ensuite, news positif aussi, la limite de gaz sur Ethereum vient de passer à 45 millions. On était à 36 millions en février 2025 et petit à petit, là, on vient de monter à 45 millions. Il n'y a pas besoin de fork pour faire ça. C'est les validateurs Ethereum qui disent, en fait, voilà, moi je suis prêt à passer à temps. Sachant que la cible, là, on est plus à 60 millions à court terme. Donc tout ça pour dire que le nombre de transactions par seconde sur Ethereum est en train d'augmenter. On est très loin de la cible finale, la cible rêvée des développeurs Ethereum. On parle de 1 giga gaz, donc là on est à 45 millions. Vous voyez qu'on a bien au moins 1 x 20 qu'on peut faire et il y a plein d'autres optimisations ensuite qui peuvent arriver. Donc vraiment plein de bonnes choses d'un point de vue technique autour d'Ethereum. Et au niveau régulation, regardez ce que vient de nous dire Paul Atkins, le nouveau patron de la SEC, qui dit que pour lui Ethereum c'est pas une security. Il dit que c'est la position informelle de la SEC, c'est pas formel, c'est ce qu'il dit, mais voilà, ça confirme ce qui avait été dit sur le Bitcoin. Regardez, ils le disent, similar to Bitcoin, the SEC has stated informally that Ether is not a security. Donc vraiment, ça veut dire que si c'est pas une security, c'est pas sous la juridiction de la SEC, ça va être côté CFTC, comme le BTC d'ailleurs. Et c'est une très bonne chose, ça a été clarifié par tout ça. On a le Market Structure Bill aussi qui va bientôt sortir pour clarifier encore plus tout ça, mais l'Ether, je vous le dis, il est vraiment à part dans les crypto-monnaies. Et on m'a dit, dernièrement je parlais beaucoup de l'Ether, on m'a dit mais Solana dans tout ça. Et Solana, c'est vrai que c'est très très fort Solana. Solana, ils sont à un plus haut de 5 mois au niveau du prix, je vous l'ai dit, là ils ont atteint les 200 $. Solana, je le vois vraiment comme le seul candidat sérieux à Ethereum, le seul concurrent sérieux à Ethereum. Je vois pas d'autres blockchains d'un point de vue communauté, développement, performance, activité au niveau des utilisateurs, retail, donc on avait les mêmes coins, mais aussi activité au niveau de la finance décentralisée. Bien sûr, la majorité de la finance décentralisée est sur Ethereum, mais ensuite, il y a une bonne partie qui est sur Solana. On a beaucoup de choses sur Solana, on a beaucoup de projets qui ont lancé des innovations sur Solana, même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Pump.fun, c'est un exemple d'application qui a vraiment connu un franc succès sur cette blockchain. Il y a plein d'autres choses. Je vous ai parlé des mêmes coins, les NFT c'était sur Ethereum, ça a basculé sur Solana aussi pas mal. Donc la question maintenant c'est Solana, vers quoi ça va aller Solana? Et j'ai vu plusieurs fois des personnes très impliquées sur Solana, tels que le fondateur de Solana ou Mert pour ceux qui connaissent sur X aussi qui est très impliqué sur Solana. Et la vision qu'on a de Solana c'est qu'ils veulent vraiment transformer ça en sorte de le Nasdaq du futur, en sorte de bourse du futur. Donc ils sont en train de positionner Solana de plus en plus vers des activités on va dire de trading, de finance décentralisée. Et pour moi, du coup, si je vous ai dit Solana, c'est pour moi c'est le concurrent le plus sérieux d'Ethereum, vu que ça peut faire quasiment la même chose que fait Ethereum. Il y a juste des compromis qui ont été faits au niveau de la décentralisation et de la philosophie de scaling de Solana. Voilà, un peu plus centralisé, avoir des nœuds plus robustes pour avoir de meilleures performances. Mais
le candidat, le concurrent, j'arrête pas de dire candidat, le concurrent le plus sérieux à Solana, pour moi, c'est Hyperliquid. Parce qu'Hyperliquid, ils ont trouvé cette place actuellement comme endroit pour faire du trading avec le trading à effet levier, les perps, le marché spot aussi. Et je pense qu'Hyperliquid, lui, peut se transformer à plus de chances d'atteindre la vision de Solana d'un sorte de Nasdaq décentralisé. Alors actuellement, c'est moyennement décentralisé, Hyperliquid, il y a quelques nœuds qui font tourner tout ça. C'est bien loin de Solana et même bien loin de Ethereum. Mais voilà, on va dire en termes de concurrence, c'est ça que je vois. C'est vraiment Ethereum pour moi. Alors je mets le Bitcoin à part, parce que le Bitcoin, il n'est pas dans la même cour que toutes ces cryptos. Ethereum, je vois plus Solana ensuite concurrent d'Ethereum et Hyperliquid sur l'aspect trading qui peut venir concurrencer Solana. Ensuite, JP Morgan. JP Morgan vient d'annoncer qu'ils sont en train d'étudier la possibilité d'offrir un crédit lombard à ses clients sur leurs cryptos. Donc les personnes qui ont des cryptos pourront emprunter des dollars sur leurs cryptos. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Traditionnellement, c'est utilisé par beaucoup de monde avec les actions, avec plein d'autres produits qui permettent de mettre ça en collatéral et d'emprunter dessus. C'est vraiment ce que la finance décentralisée a fait avec Aave, etc. Mais on n'avait jamais prononcé le terme crédit lombard, mais Aave, c'est du crédit lombard. On met des cryptos en collatéral, on emprunte des stablecoins dessus. JP Morgan est en train de réfléchir. C'est très étrange de voir vraiment que Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, il est complètement anti-crypto, il le répète sans cesse. Et sa société est en train de s'ouvrir de plus en plus aux crypto-monnaies. Ensuite, on va parler de Ethena. Ethena, j'en ai parlé il y a quelques temps, il y a eu vraiment de très bonnes choses autour de Ethena. Là, il y a une news qui vient de tomber, c'est une nouvelle société qui va être créée. Selon De Block, c'est avec la fondation Ethena, c'est la fondation Ethena qui lance ça va s'appeler Stablecoin X, une société dédiée à l'achat de jetons ENA. Donc, une sorte de micro-stratégie pour le jeton de gouvernance de Ethena, ENA. Ils ont 360 millions de dollars à investir, donc c'est assez énorme. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la société va acheter en grande partie les jetons ENA de la fondation Ethena. Ce sont des jetons qui sont lockés, ils sont bloqués, donc ils ne pouvaient pas atterrir sur le marché. Et la fondation va recevoir de l'argent, plus de 200 millions de dollars. Dans un premier temps, j'ai vu que c'était autour de 260 millions de dollars en cash. Et qu'est-ce que va faire la fondation Ethena? Ils vont racheter sur le marché régulièrement pendant 6 semaines des jetons ENA, jusqu'à avoir 8% de la supply. Donc c'est assez important. Ça veut dire qu'on a d'un côté la fondation Ethena qui va accumuler 8% de la supply de jetons ENA. De l'autre côté, on aura dans quasiment la même quantité de la supply qui va être côté Stablecoin X, la nouvelle société qui a été créée. Et ça veut dire qu'il y a de plus en plus 11% même de la supply, regardez. Stablecoin X, ils auront 11% de l'ENA supply et la fondation va avoir 8% de l'ENA supply. Ça veut dire qu'on aura 19% de la supply de jetons ENA qui va être bloquée sur ces deux entités. Et en plus, la société Stablecoin X va continuer d'acheter des jetons ENA à la fondation, à d'autres. Selon Raphaël Bloch, c'est une stratégie pour les personnes qui ont des jetons ENA bloqués, de trouver de la liquidité sur ces jetons qui vont être rachetés par la fondation, par la société plutôt Stablecoin X. Et voilà, c'est une manière en fait aussi d'arriver sur le marché en ayant une société cotée en bourse et dire on est une société liée au stablecoin cotée en bourse et profiter du buzz de Circle. L'émetteur de l'USDC qui a connu aussi un très grand succès suite à son introduction en bourse. Donc voilà pour Ethena, je vous en ai beaucoup parlé parce que c'est vraiment un projet que j'aime bien depuis un certain temps. Moi je suis plus utilisateur d'Ethena qu'investisseur. J'ai vu comment ça marchait, je trouve ça très intéressant le fonctionnement, je vous ai fait déjà toute une vidéo sur le sujet et bientôt le fee switch devrait être activé. Il y a 4 conditions sur 5 qui ont été atteintes. La supply de USDE a plus de 6 milliards de dollars, ils ont atteint plus de 430 millions de dollars de revenus, ils ont un fonds de réserve de plus d'1%. Ils ont un spread entre l'SUSDE qui est le rendement de l'SUSDE qui est 2 fois plus que le rendement classique des stablecoins, l'USDS donc de Maker. Il reste un dernier point, il faut que ça soit intégré sur 3 des 5 exchanges majeurs si on prend en compte le volume des dérivatifs. Donc là ils n'en sont pas encore, il leur manque un, peut-être Binance, peut-être OKX, mais voilà, il leur faut encore une condition pour pouvoir activer le fee switch. C'est quelque chose d'extrêmement attendu
Donc voilà, je vous en ai pas mal parlé. Si ça vous intéresse vraiment, la finance décentralisée, découvrir des projets comme ça, comme Ethena, bien avant que beaucoup de personnes en parlent, avant les introductions en bourse et tout, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez un portefeuille crypto conséquent que vous voulez générer du rendement, bah, vous avez le lien dans la description et je vous accompagnerai. Ensuite, on va parler de MicroStrategy qui continue d'innover dans l'ingénierie financière pour créer des nouveaux produits pour attirer du capital. Ils viennent de lancer un nouveau produit, ils appellent ça le STRC. C'est un sorte de stablecoin qui génère du rendement. C'est pas un stablecoin, hein, c'est un vrai actif financier, donc c'est plus une action qui cible toujours les 100$ qui va générer du rendement, qui offre à MicroStrategy une certaine liberté pour lever de l'argent avec du BTC. Il y a tout un système de conversion, etc. Tout ça pour dire que c'est juste une manière d'attirer les investisseurs. On peut leur offrir un rendement de l'ordre de 9% là, et ensuite acheter du BTC avec tout ça. Il y a quelque chose qui est un peu polémique, c'est dans le live ou dans la vidéo où il présente tout ça, il a montré une sorte de pyramide en montrant l'action MicroStrategy qui vaut 120 milliards de dollars, le BTC qu'ils détiennent qui vaut 71 milliards de dollars, et les divers produits qui sont déjà lancés, STRD, STRK, STRC, STRF, qui ont chacun cumulé 1 milliard de dollars ou 500 millions de dollars. Et il a opté pour une pyramide, et les gens disent bah voilà, c'est juste une grosse pyramide de Ponzi. MicroStrategy, c'est juste du marketing pyramidal. Pour moi, c'est pas vraiment ça. MicroStrategy, c'est clair ce qu'ils sont en train de faire. Alors oui, c'est risqué. Si le BTC se met à chuter, bien sûr que c'est risqué. MicroStrategy, c'est un pari à effet levier sur le BTC à la hausse, mais aussi à la baisse. Séquence, la société française vient d'acheter 150 millions de dollars de Bitcoin. Ils ont levé 384 millions de dollars et ils sont en train d'acheter. Ça leur fait un total là de 2317 Bitcoin. Donc ils sont autour de 300 millions de dollars en BTC. 270 millions de dollars, c'est plutôt bien. C'est une société qui n'a rien à voir avec le Bitcoin initialement, qui se met à acheter du Bitcoin. On l'a vu plusieurs fois et on va continuer à le voir sur plein d'autres cryptos différentes. Solana. Alors il faut juste différencier les projets qui arrivent vraiment à lever de l'argent, tels que Séquence, et à acheter massivement plusieurs centaines de millions de dollars de Bitcoin. Ça, c'est quelque chose de sérieux et de solide. Des projets un peu moins sérieux, ou pas dire un peu moins sérieux, mais en tout cas qui n'ont pas levé autant. Par exemple, DeFi Development, il vient de faire il y a eu toute une news sur le sujet, comme quoi ils ont acheté en tout là 1 million de Solana, ce qui est très bien, hein. 1 million de Solana, 200$ le Solana, ça fait quand même 200 millions de dollars. Mais là, la news, c'est ils viennent d'acheter 19 millions de dollars, ou ils ont levé 19 millions de dollars, donc ça, c'est pas énorme. Ou Dogecoin avec BitOrigin qui dit qu'ils sont en train de lever 500 millions de dollars pour acheter du Dogecoin, mais au final, là, ce qu'ils viennent d'acheter, c'est uniquement 10 millions de dollars de Dogecoin. Donc toujours faire la distinction entre les achats, les annonces qui peuvent sembler impressionnantes, mais là, par exemple, honnêtement, BitOrigin, c'est pas énorme ce qu'ils viennent d'acheter, 10 millions de dollars. DeFi Development Corp aussi, ils viennent d'acheter du Solana. Alors oui, c'est bien, la quantité totale de Solana qu'ils ont, c'est très bien, mais voilà, mais ils sont encore loin de leur objectif. Ils sont encore loin des diverses sociétés qui sont en train de lever de l'argent. Et bien sûr, les sociétés du Bitcoin sont largement devant, même l'Ether. L'Ether, on est au tout début, il y a à peine 2 sociétés qui ont plus d'1 milliard de dollars en Ether. Mais ça va continuer. Ensuite, je vous ai dit Elon Musk. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec notre cher Elon Musk? On rappelle, Elon Musk, c'est un fan du BTC, de l'Ether et du Dogecoin. C'est les 3 cryptos qu'il avait annoncé posséder. Il a acheté avec SpaceX et Tesla du Bitcoin bien avant tout le monde, bien avant les diverses sociétés qui ont acheté du BTC, mais il a vendu une partie. Il avait acheté en 2021, 2022, depuis il a vendu une partie. Et là, en fait, la news, c'est qu'il y a un wallet SpaceX qui vient de bouger 153 millions de dollars vers une nouvelle adresse. C'est le premier mouvement depuis 2022. Tout ça, c'est tracé par Arkham. Très bon site Arkham pour tracer les mouvements des baleines et des grands comptes crypto. On peut voir d'ailleurs que SpaceX possédait jusqu'à 1,6 milliard de dollars et ils possédaient même 3 fois plus de Bitcoin avant, mais ils ont vendu beaucoup de BTC. Et en fait, le wallet n'avait pas bougé depuis 3 ans, depuis 2022. Et là, on a eu ce mouvement de 150 millions de dollars. Donc ça, les gens se sont un peu inquiétés parce que vers où ont bougé ces 150 millions de dollars, sachant qu'historiquement, on peut le voir dans les divers mouvements, c'était Coinbase, il y avait des mouvements vers Coinbase à chaque fois. Donc est-ce qu'ils sont en train de vendre? En tout cas, le wallet en question n'est pas associé à Coinbase, c'est un wallet vierge.
On peut le voir ici, il n'y a aucune transaction sur ce wallet, aucun mouvement, ça a juste bougé sur un autre compte. Donc là, il y a plusieurs théories. Ils sont en train de vendre, ils profitent de l'envolée du BTC pour vendre et récupérer 150 millions de dollars. C'est pas négligeable pour SpaceX, 150 millions de dollars, ça fait du cash pour faire plein de choses, lancer des fusées ou je ne sais quoi. Autre option, ils sont juste en train de changer de wallet, mais c'est étrange, il n'y a pas forcément de besoin, les wallets sont assez récents, ça serait étrange. Ou ils sont en train de mettre de l'argent de côté pour faire autre chose, lancer une société qui achète du BTC haute, mais là on est juste sur de la spéculation. Mais bon, le plus probable quand même, ça serait une vente. Il y a eu un mouvement un peu étrange, là, honnêtement, j'ai pas compris. Juste avant la transaction de SpaceX vers le nouveau wallet, il y a eu Coinbase Prime, donc Coinbase qui garde le cash pour pas mal de sociétés, qui a envoyé un montant négligeable, 29 dollars vers l'adresse en question de SpaceX. Pourquoi? Est-ce que c'était pour payer les frais de gaz? Je ne sais pas. Assez étrange ce mouvement. Mais voilà, ça montre quand même qu'il y a toujours le lien avec Coinbase qui potentiellement ils veulent toujours vendre. Mais bon, là, je le répète, on ne sait pas si ça a été vendu. L'analyse on-chain nous donne pas plus d'informations parce que l'adresse est vide. Donc difficile de savoir ce que SpaceX est en train de faire. Ensuite, la BNB Chain. La BNB Chain, il y a eu la roadmap qui a été publiée pour 2025 et 2026. Et il y a plein de choses intéressantes vraiment. Ils disent qu'ils ont déjà amélioré les performances de la blockchain sur les premiers mois de l'année. Ils ont réduit la durée entre les blocs, la finalité, etc. D'ailleurs, je reviens sur le prix de la BNB Chain aussi. Le BNB token se porte très bien. Et ce que je retiens, moi, c'est qu'ils sont en train d'améliorer les performances pour 2026 et ils ciblent quelque chose de majeur. Ils ciblent en fait une nouvelle BNB Chain, une nouvelle blockchain. Ils disent on atteint les limites avec la BNB Chain actuelle. Il y a 2 blockchains actuellement sur la BNB Chain. Mais voilà, on atteint les limites et il faut repenser tout ça. Il faut repenser et du coup, ils ciblent des transactions qui sont confirmées en moins de 150 millisecondes. Ils ciblent en fait vraiment, ils disent Nasdaq Level Speed. Donc on rejoint à chaque fois le Nasdaq, je vous en ai parlé pour Solana, pour Hyperliquid, etc. Mais c'est la cible. Ils veulent la capacité à avoir 20 000 transactions par seconde, des transactions complexes, des swaps, du restaking, etc. Ils veulent aussi une blockchain où il y a la notion de confidentialité pour tout le monde. Ça c'est très important et on le voit rarement sur des blockchains. Donc là, ça serait vraiment quelque chose de majeur s'ils arrivent à mettre ça en place. Ils veulent une simplicité des choses, donc que ce soit simple pour les utilisateurs. Mais vraiment, là pour moi, ce que je retiens, c'est cette nouvelle blockchain qui va être lancée par la BNB Chain. Ça, c'est un élément majeur. Ça veut dire sûrement une migration, ça veut dire peut-être une autre blockchain avec une incitation justement des gens pour migrer. Est-ce qu'il y aura un autre token? Je ne pense pas. On a vu pas mal de projets lancer des nouveaux tokens, mais je ne pense pas. BNB, ça reste le token principal et ils ont, je pense pas, besoin de lancer un autre token. Binance possède déjà une très grande partie des jetons BNB. CZ, il est très impliqué maintenant dans l'écosystème BNB, vu qu'il n'a plus le droit d'être impliqué sur Binance, il se focus vraiment sur la BNB Chain. Tout ça pour dire que la BNB Chain, très intéressant ce qu'ils sont en train de faire au niveau de leur roadmap, et j'ai hâte de voir ce que va donner cette blockchain. Ensuite, la market cap des NFT est en train de remonter. On est passé au-dessus des 6 milliards de dollars. Il se passe pas mal de choses en ce moment. Il y a une baleine qui a acheté 45 CryptoPunks. Mais bon, la question, est-ce que le marché du NFT va revenir? Je ne pense pas que ça va revenir comme ça l'était précédemment. Ça va revenir sous une forme différente. Beaucoup de la communauté qui était derrière la NFT, pour moi, je les ai vus migrer vers les mêmes coins. C'est quasiment la même chose dans le sens, et même mieux, parce qu'il y a toujours cet aspect communautaire, mais en plus la liquidité qu'apportent les mêmes coins que les NFT n'apportent pas. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent se permettre d'être dans une communauté même coin que dans une communauté NFT où un NFT coûte 1, 2, 3, 4, 10 Ethers, alors que pour faire partie d'une communauté même coin, il suffit d'acheter même pour 1 $, 10 $, et on peut déjà se mettre à rêver comme on achète un ticket au loto et espérer rêver. Donc ça, c'est en train de repartir, mais je pense pas que ça repartira comme avant, sans qu'il y ait vraiment autre chose qui arrive dans les NFT pour, je sais pas, apporter une nouvelle utilité ou rajouter une dose de spéculation aussi. Hein. On le sait, les gens se dirigent souvent vers des nouveaux casinos. On a eu le casino des NFT, on a eu le casino des ICO plutôt. Ensuite, casino des NFT, casino des memecoins. Ça sera quoi le nouveau casino? Je sais pas, mais voilà, dès qu'il y a une nouvelle manière de spéculer qui est lancée, ça attire un certain nombre de personnes, la spéculation attire les gens et ça permet de développer des nouveaux produits tels que, on l'a vu dernièrement avec Pump.fun.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.